Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans son job, aujourd'hui, on parle de la digitalisation des services RH, une manière de se recentrer sur l'humain. On va en parler avec Karima Chauvalon, des RH du groupe Méga International. Et puis, dans la pause café avec Caroline Ricross, travailler plus ou travailler moins? Alors ça, c'est une question très machine à café. Réponse dans quelques instants avec Caroline. Et puis, dans le cercle RH, on s'intéressera à la situation des personnes handicapés. Quelle est leur situation exactement pendant cette campagne présidentielle? Ils se sentent, on peut le dire, un peu oubliés par les candidats qui parlent peu ou pas d'ailleurs de ce sujet. On fera le point avec nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, reconversion professionnelle, c'est aussi une affaire de femmes. On en parlera avec Valentine Muliez-Badinet, fondatrice de Profession Elle, qui est un salon pour donner envie justement aux femmes de se lancer dans la reconversion. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, bien dans son service RH. Comment faire? Peut-être digitaliser une partie de certaines tâches qui sont souvent d'ailleurs, fastidieuses. On en parle avec Karima Chauvalon. Bonjour Karima. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir, DRH du groupe Méga International. Méga International fondé en 91, 350 collaborateurs, 180 en France. Tout à fait. Et le reste dans plusieurs pays, très loin d'ailleurs, l'Australie je crois. Voilà, 10 filiales dans le monde. On est présent en Europe, mais un peu partout sur le continent. Angleterre, Allemagne, Italie, Maroc, États-Unis, Singapour, Australie. Voilà, je pense que je couvre le Brésil et Mexique, il ne faut pas que je les oublie. Évidemment. 10 filiales et un réseau de partenaires et de distributeurs partout où on n'existe pas en nom propre. On a fait un petit tour du monde, là, voilà. comme Jules Verne. Vous avez sorti une tribune récemment, digitaliser les RH pour se recentrer sur l'humain. On voit à quel point ça vous tient à cœur et à quel point vous avez envie de... Parce que c'est un sujet qui est parfois chahuté par les DRH, qui disent on est des humains, c'est aux hommes de faire le travail, la machine va remplacer les humains, puisque ça recèle aussi de ces questions. Et vous dites, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est permettre justement aux humains de faire leur métier de RH. C'est bien ça l'enjeu. Tout à fait. Le choix de la digitalisation chez Méga s'est pas posé. D'abord parce qu'on est dans le secteur des nouvelles technologies, donc c'est un sujet qui rentre dans nos mœurs. C'est le métier de Méga. Méga commercialise des solutions logicielles pour justement permettre aux entreprises de se transformer. Mais pas de la digit-RH, on est d'accord. On est d'accord. Ouais, non, c'est important de le préciser. Voilà. Ça pourrait le faire. Mais en tout cas, c'est pas le choix aujourd'hui. Voilà, donc culturellement, les technologies et le digital font partie de notre ADN. Donc oui, il y a eu un choix de digitalisation et ce choix, il nous a permis de nous consacrer davantage aux ressources humaines, qui est notre cœur de métier. Juste pour qu'on soit concret, parce que ceux qui ne sont pas dans les RH et qui nous regardent, il n'y a pas que des RH qui nous regardent, il y a des décideurs, il y a des collaborateurs. En fait, en près de 15 ans, on a bureaucratisé la fonction RH. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les temps ont changé, les collaborateurs ont changé, le monde a changé. Il y a eu des mutations très sensibles, de la réglementation qui s'est alourdie. Oui. En plus, précisément, nous, on est international, donc on a beaucoup de choses à emmagasiner. Ça prend beaucoup de temps, et donc cette digitalisation, elle a été une chance un peu pour nous, et travailler davantage sur les choses qui, en tout cas, moi, me passionnent. C'est-à-dire l'humain, et puis travailler sur des sujets comme l'expérience collaborateur. On a un travail très important aussi à faire en matière de recrutement. Donc, tout le parcours collaborateur qui passe d'abord via le candidat, ensuite le onboarding, l'intégrer, le former, lui faire passer un certain... le suivre pendant sa vie au sein de Méga. Humaine. Exactement. Mais de quoi vous vous êtes délesté? De quoi on se déleste quand on abandonne ces fonctions qui étaient faites manuellement et qu'on les donne au digital? C'est quoi précisément? Ça veut dire un CRH performant, des dossiers collaborateurs disponibles
nos managers et pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une base de données. Il y a une base de données, c'est stocké, c'est dans le cloud. C'est réactualisé régulièrement. Régulièrement, mis à jour, des données fiables, stockées, entretien annuel, sécurisées. rangé. Tout à fait, les entretiens annuels, la formation, le suivi des carrières de nos collaborateurs, les dossiers bêtement administratifs, les obligations légales auxquelles on doit faire face, Les fameuses. la BDES, etc. Tout ça est fait un peu. Il faut l'alimenter, bien évidemment. La BDES, c'est la base de données sur les questions d'égalité. Oui, pas uniquement d'égalité. Mais notamment c'est la base de données économique et sociale qui est faite conjointement avec l'équipe finance et qui est disponible au comité, au CSE. Alors, il y a un autre sujet que vous soulevez dans cette tribune et que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'il y a, vous dites, on a accéléré, il y a eu des mutations, il y a la réglementation qui s'est évidemment empilée. Alourdi, oui. Il faut aussi que vos collaborateurs, vous êtes à la tête d'une équipe, Oui. Il faut aussi que mute, c'est compliqué aussi. Ça fait quand même des changements de façon de travailler, non? Oui, probablement. Mais aujourd'hui, tous les métiers changent. On sait bien que la durée de vie d'un job, c'est 3-5 ans. On sait que les outils vont changer, nos outils vont évoluer. Notre SIRH va évoluer aussi. On sait que les métiers vont changer. Ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir autour de soi une équipe qui a cette capacité à apprendre, à progresser et à changer. C'est l'exercice qu'on fait, nous, au niveau des RH, mais que l'on essaie de partager avec l'ensemble des collaborateurs. Parce qu'on sait que les métiers évoluent, les métiers changent, certains métiers disparaissent et que nous, on doit accompagner tout ça. C'est le travail qu'on fait tout au long de l'année avec l'ensemble des collaborateurs de Mega. Même si ce n'est pas vous qui, évidemment, votre entreprise Mega qui produisez ce logiciel qui facilite finalement la tâche des RH, j'imagine que, encore que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais j'imagine que vous êtes parfaitement équipés et en ligne sur cette question de la digitalisation chez vous à Mega. Tout à fait. On a digitalisé les RH, mais il n'y a pas que les RH. On est une entreprise qui est précisément dans le secteur des nouvelles technologies. Par exemple, en matière de télétravail, tous nos collaborateurs ont anticipé la crise sanitaire, étaient déjà équipés, le télétravail était déjà en place, donc on n'a pas du tout souffert de tout ça. Bien évidemment, on a une DSI qui est super performante et qui nous équipe régulièrement et qui nous aide aussi à faire des choix d'outils. La DSI, c'est la direction de l'informatique. Bien sûr. Vous avez beaucoup de sigles, les DRH. Il y a beaucoup de sigles. Concrètement, les collaborateurs sont prêts, sont formés. En termes de recrutement, parce que vous parliez de l'accompagnement du collaborateur, donc ce qu'on appelle l'expérience collaborateur au sein de l'entreprise. Mais il y a le débat du recrutement. Oui. Comment vous faites? Comment la digitalisation apporte un plus ou pas d'ailleurs? Alors, les deux, en fait. On recrute beaucoup. Cette année, il est prévu 50 recrutements nets chez nous, plus les remplacements. Engagés dans le recrutement, en ce moment-là, vous êtes en plein dedans, là. On est en plein dedans. Il y a bien évidemment des remplacements à effectuer, parce qu'il y a aussi quelques départs chez Mega, comme dans toutes les entreprises en ce moment. C'est la vie d'une entreprise de la tech. Exactement. On a des outils pour absorber les candidats, faire des réponses systématiques, et puis... Mais ça, excusez-moi, c'est grâce à la tech, c'est grâce à la digitalisation. Ça, un humain peut le faire. Vous dites, je veux que mon service réponde à tout le monde, vous le faites. Qu'est-ce qu'apporte là? C'est automatique. C'est automatique. On réceptionne, nos offres sont publiées sur les réseaux sociaux, sur nos sites, c'est traité. En revanche, sur la partie recrutement, et là je suis très attentive à ça, le recrutement, c'est pas que de la digitalisation. Oui. Nous, on fait un peu les deux. On a précisément des techniques pour sélectionner, mais ça passe par une de mes collaboratrices qui fait la sélection. On organise les plannings d'entretien et on ne fait pas tout en ligne. On voit aussi... C'est important. Voilà, exactement. Le recrutement, c'est quelque chose aussi qui passe par l'humain. Donc, tout le process ne se fait pas à distance, par exemple, et à un moment donné, la personne vient nous voir et nous rencontre et découvre notre espace de travail. On a fait de gros efforts aussi à ce niveau-là. On a profité un peu de la crise sanitaire pour réaménager l'ensemble des locaux et faire en sorte que les espaces de convivialité, d'échange s'organisent un peu différemment. Avant de nous quitter, je voudrais quand même qu'on essaie de vous situer Mega International. Le travail que vous faites, vos tribunes, ça veut dire que quelque part, vous avez décidé de prendre la parole sur ce sujet, de vous engager et de prendre des positions. Ce qui veut dire, à contrario, qu'il y a d'autres entreprises qui sont un peu plus en retard. Vous avez des collègues qui vous disent, écoute, moi, j'y crois pas. Ou est-ce que tout le monde est, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins avancé, mais engagé dans le processus? On en est où, là?
Mon avis à moi, c'est que le marché est en train de se transformer, que le rapport entre l'employeur et l'employé change. Ça, vous le voyez tous les jours, on ça. le voit tous les jours. On voit que l'effort de recrutement, d'intégration et d'aspiration des candidats change, évolue. Du coup, l'entreprise et nos dirigeants, et moi je fais partie du board dont je suis directement impliquée, on se rend compte que l'effort de recrutement doit être à la fois transparent, vrai, et qu'on doit investir numérique, numérique. Parce que non, mais c'est important de le dire, c'est les vieilles fiches, les vieux trucs, c'est globalement les jeunes que vous recrutez, c'est le smartphone. Hein. C'est le smartphone. Alors, les outils, mais aussi, il y a des aspirations qui ont évolué, qui ont changé, et qui font qu'il faut qu'on trouve chez Mega des choses qui les intéressent et qui correspondent à leur c'est quoi? C'est le télétravail, globalement? Pas que. Pas que. C'est quoi alors, il y a le télétravail, mais il y a aussi le besoin de lien, il y a le projet professionnel, il y a l'équilibre vie privée, vie professionnelle, il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles nous on travaille en interne en espérant qu'elles vont ressortir en externe et que nos candidats vont apprécier et nos collaborateurs vont apprécier également. C'est le débat du faire savoir. Exactement. Qu'on sache, et d'ailleurs vous êtes venu nous en parler. Se passe chez nous pour que derrière ça puisse se faire savoir. La cooptation, c'est quelque chose qui marche super bien, ça il nous paraît. Ouais, va chez eux, je t'assure. C'est pas mal. Voilà, il y a un discours qui est transparent, qui est clair. Des valeurs. Il n'y a pas de décalage entre le discours et la réalité de l'entreprise au quotidien. Méga International, un groupe français, hein, oui, tout mais à fait. 180 collaborateurs et puis tout le reste avec ce tour du monde. Société française à dimension internationale. On a monté nos filiales au fur et à mesure que le parc client se développait à l'étranger. Une très belle ETI, 350 collaborateurs au total, une entreprise engagée, comme vous l'aurez compris, à travers la voix de sa DRH, qui s'engage à travers des tribunes à porter haut et fort cette question de la digitalisation de son service, puisque ça a commencé par vous, j'imagine, et puis de l'ensemble des services RH des autres. Voilà. Il faut essaimer, c'est ça l'objectif. Tout à fait. Merci Karima Chauvalon, c'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Restez un instant avec moi, la rubrique suivante c'est la pause café, ça arrive souvent, même chez Méga il y a des pauses café j'imagine. Tout à fait, il y a un super espace de convivialité au rez-de-chaussée. Eh bien on va découvrir notre pause café avec Caroline Ricross, c'est tout de suite. La pause café, oui, la pause café, il faut savoir en faire parfois. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va bien? Comment ça va? Très bien. Alors là, on parle du sujet de la pause café. Là, c'est vraiment le sujet, c'est tu travailles trop, tu veux travailler moins. Ça, c'est un sujet de pause café. C'est ça. On parle du temps de travail. Et oui, ça agace les collaborateurs. Ouais. Faut-il travailler 32 ou 39 heures? C'est un peu l'enjeu en ce moment, en tout cas en France, avec les élections présidentielles qui approchent. Vous allez voir que cette question du temps de travail ne se pose pas qu'en France. En Corée du Sud, le président conservateur fraîchement élu va bien plus loin. Alors, il a 61 ans, il s'appelle Yoon Suk-yeol. Il a été élu début mars. Il a fait campagne en fait en proposant un assouplissement du droit du travail, visant notamment le salaire minimal et le temps de travail maximal. La semaine de travail en Corée du Sud, c'est déjà quand même 52 heures. C'est quand même déjà pas mal. Pour Yoon Suk-yeol, ce n'est pas assez. D'après lui, les Sud-Coréens pourraient travailler 120 heures par semaine. Combien? 120 heures par semaine. C'est-à-dire quoi? 12 heures, je calcule 17 pas. heures. 17 heures par jour. Il a fait cette proposition en fait en juillet dernier, donc il n'était pas encore président. Et voici son argument. Pour développer un jeu vidéo, vous devez travailler une semaine entière au lieu de 52 heures. Ce n'est pas assez. Vous devriez pouvoir travailler dur, même pendant 120 heures, et ensuite pouvoir vous reposer autant que vous le souhaitez. C'est-à-dire en fonction de l'activité, là. C'est ça. Mais alors pour l'heure, le désormais président n'a pas encore mis sa proposition à exécution. Il est peu probable d'ailleurs qu'il la mette en place, puisque une semaine dure 168 heures. Donc si on travaille 120 heures par semaine, il resterait moins de 7 heures par jour pour manger, pour dormir, pour voir ses amis, sa femme. C'est quand même un peu court. Bon, à suivre, vous viendrez nous en parler, de savoir ce qu'a fait ce président au nom difficilement prononçable. Surtout que déjà en Corée du Sud, c'est le pays où on travaille le plus déjà. Oui, complètement. 52 heures maximum, je vous l'ai dit tout à l'heure, par semaine. En fait, ça fait 40 heures et 12 heures supplémentaires légalement, pour être précise. Alors d'après les dernières statistiques, je vais y arriver, de l'OCDE, relatives au classement des heures annuelles moyennes réellement travaillées par travailleur, en 2020,
un employé sud-coréen a travaillé en moyenne 1908 heures. C'est l'un des plus hauts taux d'heures travaillées dans le monde, dans l'organisation même économique de 38 pays, derrière par exemple le Costa Rica, le Mexique, c'est là où on travaille le plus, le Mexique, et la Colombie. À titre de comparaison, aux États-Unis, le travailleur a travaillé en moyenne 1767 heures en 2020. Pays où on travaille déjà beaucoup aux États-Unis. On va changer de mode, puisqu'on passe de ceux qui travaillent le plus, finalement, à ceux où on travaille le moins. Alors c'est où ? Alors c'est pas, nous on n'est pas ceux qui travaillent le moins déjà. Déjà, il faut le savoir. Si l'on compare le nombre d'heures travaillées par an en France à celui dans le reste du monde, on constate que les Français se situent nettement en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc chaque année, on travaille à peu près 1687 heures en moyenne dans l'OCDE. En France, c'est un petit peu moins, c'est 1402 heures. Ah oui, quand même, on est à 500 heures d'écart avec les Américains quand même. Hein. Oui, quand même, oui. C'est ça. Une durée un petit peu plus élevée quand même que chez certains de nos voisins européens. En 2020, la moyenne était par exemple inférieure à 1400 heures en Allemagne, aux Pays-Bas, mais aussi au Royaume-Uni. Et en fait, c'est l'Allemagne qui ferme ce classement avec 1332 heures ouvrées par an. Une donnée qui s'explique notamment par un important recours au temps partiel pour les femmes dans ce pays. Donc en fait, la France est finalement à la 7e position du classement des pays qui travaillent le moins dans l'OCDE, avec 1402 heures de travail effectuées chaque année. Les Français en fait travaillent quotidiennement à peu près 7,9 heures en moyenne, d'après les données de l'INSEE. Mais le temps de travail, en France et partout d'ailleurs, est la question épineuse. Et oui, en France, elle revient sur la table à chaque campagne présidentielle. Souvenez-vous par exemple le slogan « Travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy en 2007. Semaine de 4 jours, retour aux 39 heures, recul de l'âge de départ à la retraite. C'est dans les programmes, encore une fois, pour ces élections présidentielles. Chez nos voisins, des tests... Pas chez tous, hein. Pas chez tous. Pas chez tous. Chez nos voisins, des tests sont également réalisés pour changer le temps de travail. En Angleterre, par exemple, des entreprises proposent le job sharing, c'est-à-dire le partage d'emplois en français. 2 personnes occupent le même poste, mais à temps partiel. Une solution qui est souvent prisée par les cadres privés. Et cette formule, elle arrive également en France, puisque plus de 500 000 personnes ont désormais choisi de faire ce travail partagé. Autre tendance expérimentée par certains employeurs britanniques, offrir un nombre de jours de vacances illimité. En Italie, quelques sociétés ont commencé à expérimenter la semaine courte, la semaine de 4 jours, 36 ou 32 heures de travail, et tout ça sans réduction de salaire. En Espagne également. Oui. Le gouvernement central a approuvé l'automne dernier un projet pilote afin de tester à grande échelle la semaine de 4 jours, c'est à la mode. Pour cela, le gouvernement a débloqué une aide de 500 millions d'euros pour accompagner et permettre à 200 entreprises volontaires de se lancer pour une durée de 3 ans. Alors en France, il y a aussi certaines entreprises, vous avez dû en parler, qui tentent également la semaine de 4 jours. Pour l'heure, elle reste bien sûr minoritaire. Selon Elisabeth Borne, la ministre du Travail, c'est une mesure qui peut être discutée dans chaque entreprise, mais le choix doit leur être laissé. Et puis, sachez pour terminer que c'est en Islande que cette formule est pour l'heure la plus répandue, puisque 90% des travailleurs profitent d'un temps de travail aménagé. L'Islande, tout petit pays. Oui. Très froid et très haut. Précisons qu'Elisabeth Borne était venue sur ce plateau nous expliquer qu'elle n'était pas favorable, d'une manière assez claire, à cette fameuse semaine des 4 jours, puisqu'on l'avait interrogée sur ce projet expérimental espagnol. Merci Caroline. Bon, écoutez, il vaut mieux peut-être se situer côté allemand-français que partir travailler en Corée du Sud. Enfin, encore que, peut-être que les Coréens sont très heureux de travailler 1975 heures par an. Merci Caroline pour cette pause café. On fait une courte pause. Le cercle RH s'intéresse à l'inclusion. On en parle beaucoup. La place des personnes handicapées au sein du monde du travail, dans l'entreprise. État des lieux, évidemment, à l'occasion de cette campagne présidentielle, des personnes handicapées qui, à l'occasion de manifestations, considèrent que les candidats les oublient. On parle peu ou pas de la place des personnes handicapées et ils le déplorent. On en parle juste après cette pause avec mes invités, évidemment. Le cercle RH, notre débat quotidien, ravi de le partager. Je vous présente mes invités dans quelques instants. On va parler de l'inclusion, on en parle beaucoup sur ce plateau, à l'aune bien sûr de la campagne présidentielle. Des manifestations là, récentes, j'ai vu qu'à Orléans par exemple, des associations s'étaient manifestées en disant les candidats ne parlent pas de nous, ils ne parlent pas de nos préoccupations, de nos difficultés. On parlera des demandeurs d'emploi, très nombreux, trop nombreux chez les personnes handicapées, le handicap visible, le handicap invisible qui est un autre sujet
important. Et puis la question du niveau de vie, parce que c'est un vrai sujet. Beaucoup vivent en dessous du seuil de pauvreté, malgré l'augmentation de l'AAH, qui est passée à 900 €. Certains disent que ça ne suffit pas pour nous permettre de vivre. Et puis, on parlera de l'accessibilité, qui est un autre sujet, qui n'est pas mineur, l'accessibilité de ces personnes dans l'entreprise. Il faut qu'elles puissent travailler dans des conditions optimales et y accéder aussi. On en parle avec mes invités. Didier Sartier, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes en distanciel, mais on est très heureux de vous accueillir, directeur général de l'AGFIP, qui est l'organisme central, la tour de contrôle sur tous ces sujets. Tous les sujets que j'évoque, évidemment, vous interpellent. Vous êtes, j'imagine, interpellé. Je crois que vous nous parlez de Lille en ce moment même. Merci en tout cas d'être avec nous, d'avoir répondu à l'invitation. Sylvain Coutier, merci d'être là, président du groupe ATF. Alors, vous avez 40% de vos collaborateurs sur un effectif total de 182 salariés. Absolument. Qui sont des personnes handicapées en situation de handicap. Vous nous expliquerez votre choix, votre engagement. Votre entreprise, ATF, j'ai vu qu'il y avait un travail d'économie circulaire, c'est de recyclage, on est d'accord ? De recyclage, de réemploi, c'est-à-dire qu'on aide les entreprises à gérer la fin de vie de l'ensemble de leur matériel informatique et téléphonie mobile. Vous récupérez tout ? On reconditionne, c'est en ça que c'est circulaire, c'est prolonger la durée de vie. Donc reconditionner les matériels pour les remettre sur le marché et les recommercialiser. Oui, c'est un travail méticuleux, de soins. Merci en tout cas d'être là. Et puis Jean-François Dufresne, j'allais presque dire qu'il est un habitué de notre émission, en tout cas lorsqu'on parle de ces sujets et de ce sujet qui vous tient très à cœur. Fondateur et président de l'association Vivre et Travailler Autrement, votre objectif, et vous allez le développer, c'est de permettre aux personnes autistes de pouvoir trouver leur place dans l'entreprise. C'est un de vos combats qui vous touche très directement en tant que père de famille. Absolument. Et puis, je rappelle que vous avez aussi, et ce qui fait que ça donne encore peut-être plus de poids à l'action, vous avez été ancien directeur général d'une bien belle entreprise, qui est l'entreprise Andros. D'abord, un petit mot, Didier Sartier, parce que je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, vous êtes évidemment en liaison directe avec la ministre en charge de cette question. Il y a des enjeux législatifs, de décrets. Comment vous la regardez, cette campagne, eu égard au dossier que vous défendez ? On est évidemment attentif à ce qui se passe. D'ailleurs, il y a eu un relativement beau débat organisé par quelques associations la semaine dernière qui s'appelle En débat 2022, qui a permis aux différents candidats de présenter leurs projets. Donc, qui sont, tout le monde est à peu près d'accord pour dire qu'il faut aller plus loin, faire plus, que des choses ont été faites, notamment que un des enjeux, c'est l'accessibilité en entreprise, puisque pour prendre le volet emploi, comme vous l'évoquiez, faire en sorte d'amplifier l'action qui se réalise dans un certain nombre d'entreprises, mais ce n'est pas suffisant, on le sait, puisque le taux de chômage reste, bien qu'il ait beaucoup baissé ces derniers mois, ces 2 dernières années, reste presque le double de celui du tout public. Et puis, peut-être deux chiffres importants, 60% de ces demandeurs d'emploi sont au chômage depuis plus d'1 an et même 42% depuis plus de 2 ans. Donc, c'est à dire que le sujet est encore très fort et que les entreprises sont au milieu du chemin par rapport à l'obligation, puisque on est à 3,5% de taux d'emploi à peu près. Ça reste encore tout à fait insuffisant, même si des progrès sont réalisés chaque année. Juste, je ne veux pas vous challenger, évidemment, parce que j'entends votre prudence, ce débat dont vous parlez, qui globalement n'est pas arrivé aux oreilles du grand public, puisque je n'incarne pas le grand public, mais j'avoue que je n'ai pas bien entendu ce que proposaient les candidats sur ce sujet. Ils auraient peut-être pu parler plus fort, non ? Juste d'un mot. J'imagine que c'est certainement, mais c'est un sujet qui s'invite souvent au deuxième tour, donc attendons peut-être le deuxième tour. Vous attendez le second tour, oui, d'accord. Mes invités, Sylvain Coutier, Jean-François Dufresne, puis on va parler ensuite du concret, mais on est dans une séquence politique où des candidats font des propositions sur plein de sujets, le pouvoir d'achat, l'emploi, les retraites. Vous savez de quoi parlent les candidats sur le handicap ? Écoutez, on essaye de les faire parler sur le handicap, mais que ce soit sur cette campagne ou sur la précédente, il était très difficile d'obtenir des positions sur le handicap, tout simplement parce que les médias n'écoutent pas. Ça ne fait pas d'audience. Je suis d'accord. Je suis désolé de le dire comme ça, et ils le savent très bien. Donc ils vont aller là où il y a de l'audience. Ils font du marketing électoral. Ils font du marketing électoral. Ils sont là pour ça. C'est l'élection et dans 15 jours. Et on le voit bien, même pas que sur le sujet du handicap. Aujourd'hui, la campagne a du mal à exister. Il y a eu le Covid, et puis maintenant il y a l'Ukraine.
Et donc effectivement, l'ensemble de la campagne est quand même mis un peu en retrait par rapport à ce qu'on avait l'habitude de connaître. Et même si effectivement, auparavant, le sujet du handicap était assez discret également. Et là, ça l'est encore plus, mais comme tous les sujets qui concernent cette campagne. Alors, le chiffre, c'est 18%, donc qui est bien plus du double que le niveau de chômage actuel pour les personnes en situation de handicap. Un peu moins, semble-t-il. Un peu moins. Mon chiffre est faux, Didier Sartier, ou j'ai une source j'ai une source usée à 14%. 14, d'accord. Donc vous avez raison, c'est le double. Moi, j'avais sur la fiche que j'ai retrouvée tout à l'heure, enfin les chiffres que j'ai eus, c'était 18. Donc on a perdu 4 points en combien de temps sur le quinquennat? À peu près en 2 ans, avec des retours à l'emploi qui sont élevés, et puis peut-être aussi un peu de sortie du marché du travail, qu'il ne faut pas négliger non plus. Juste, quand vous dites des sorties du marché du travail, c'est des personnes qui quittent leur emploi parce qu'ils partent à la retraite, ou ils quittent le marché parce que c'est pas adapté? C'est peut-être des personnes qui ne recherchent plus, parce que pour être déclaré demandeur d'emploi, il faut être à la recherche d'un emploi. Tout à fait. Donc si vous ne recherchez plus pendant une période, vous n'êtes plus compté dans les demandeurs d'emploi. Donc il peut y avoir un peu un phénomène de ce type, surtout dans une période très très compliquée comme on l'a vécu. Mais ils vont revenir sur le marché du travail au fur et à mesure que les choses s'améliorent, et elles s'améliorent. Donc on risque d'avoir peut-être pas, même si aujourd'hui le chômage est au plus bas en termes de... On retrouve Sylvain Coutier parce que Didier Sartier a un petit bug. Rentrons dans le vif du sujet parce que d'abord ces demandeurs, ces personnes en situation de handicap expliquent, en tout cas dans un sondage IFOP de janvier, qu'ils veulent aller voter, qu'ils veulent prendre leur part dans ce débat démocratique, et ils iront à 67%, ont-ils dit, ils iront voter, probablement bien supérieur d'ailleurs à la moyenne des Français dont on nous annonce une très forte abstention. Vous avez fait le choix d'intégrer, d'embaucher, d'accompagner ces personnes handicapées. Comment tout cela est né? Est-ce que c'était une raison d'être dans l'entreprise ATF? Vous vous êtes dit, pour moi, c'est une priorité de donner un emploi à ces personnes? Bien sûr. Alors ça fait 27 ans, bientôt 27 ans qu'on est engagé dans cette démarche-là, à la fois avec un ADN très fort sur la partie environnementale, puisqu'on fait de l'économie circulaire, et également effectivement sur l'insertion de personnes fragilisées. Et en l'occurrence, on s'est orienté vers des personnes en situation de handicap simplement par conviction personnelle. Le fondateur de l'entreprise que je dirige aujourd'hui était lui-même une personne en situation de handicap, il était dialysé rénal, et moi finalement j'ai adhéré très vite à cette idée-là en m'apercevant après coup que j'avais un père qui était handicapé, et donc finalement non visible. Non, visible. Visible. Mais en sachant, pour reprendre ce terme-là, aujourd'hui, il y a 80% des handicaps qui ne sont pas visibles. Pas visibles, on est d'accord. Il y a des exemples de cette femme qui était dans la manifestation d'Orléans qui dit, mais moi je fais partie des handicaps non visibles, c'est-à-dire que j'ai du mal à rester en position debout très peu de temps, et puis quand je suis assise, la même chose, je ne peux pas rester assise trop longtemps. Donc c'est toujours très compliqué de trouver un emploi adapté. Elle le requet par ailleurs. Finalement, depuis ces 27 ans, moi, je me suis toujours évertué à montrer effectivement qu'il n'y avait pas de différence. On a des salariés, on a des individus. Alors certains ont une différence, et j'aime bien la phrase d'Albert Jacquard qui dit on ne parle pas d'être handicapé, mais d'être autrement capable. Donc derrière, ça implique déjà d'avoir de la considération pour ses salariés et pour l'être humain. Et finalement, dans le monde de l'entreprise, c'est autant aux salariés à s'adapter à l'entreprise que l'entreprise de s'adapter aux salariés. Alors comment on fait? Effectivement, on a une vigilance un peu plus prononcée, un encadrement qui est un peu renforcé. On n'est pas censé connaître la pathologie ou le handicap de la personne. Ça, c'est légal, vous n'êtes pas censé le connaître. En revanche, on est tenu de connaître les contraintes, la limite d'import de charge, par exemple. Et donc, de ce fait, de pouvoir adapter le poste de travail pour essayer de limiter au maximum l'aggravation de la pathologie. Si cette femme qui s'appelle Nora, qui a du mal à rester assise et à rester debout, vous adaptez le poste. Vous savez que cette femme devra se lever tous les quarts d'heure pour se mettre en position debout et se réasseoir. Enfin, je veux dire, et ça, c'est intégré dans le management, j'allais dire. Bien sûr, mais finalement, aujourd'hui, d'avoir cette démarche-là, ça s'intègre dans un terme qui est devenu à la mode. Ça fait partie de la RSE, dans l'inclusion, dans la citoyenneté d'une entreprise, mais sur le volet social. Moi, il y a une chose Alors, effectivement, on adapte le poste de travail, on a un encadrement qui est renforcé, on essaie de pallier, et notamment sur notre statut d'économie sociale et solidaire en tant qu'entreprise adaptée, on perçoit des aides de l'État qui sont des compensations salariales du handicap pour faire face à une augmentation très importante du taux d'absentéisme, par exemple. Monsieur Sartier parlait tout à l'heure des personnes qui disparaissaient un peu du marché du travail. Aujourd'hui, dans mon entreprise, j'ai encore des personnes qui sont fragiles et qui sont isolées depuis le premier confinement. C'est-à-dire que ça fait 2 ans
qu'on ne les a pas vues. Que vous ne les avez pas vues. Ouais. Et dont certaines, on n'a pas de nouvelles. Et savoir, Terrible. si on va les récupérer, 2, dans quel état. Et elles sont toujours sous contrat chez vous. Et oui, bien sûr. Alors, pour certaines, elles sont encore prises d'ailleurs dans le dispositif du chômage partiel, qui est encore valable pendant quelques mois. Mais il y a aussi une proportion qui est difficile à estimer aujourd'hui de personnes fragilisées qui ne sont pas de retour à l'emploi et dont on ne sait pas comment ça va se passer. La fragilité accentue, enfin, le handicap accentue la fragilité et donc les risques de dérapage. Jean-François, de dérapage ou de troubles ou de rupture avec le travail au quotidien. Votre combat, vous le menez depuis un certain temps maintenant avec passion. Vous, votre combat, au-delà du handicap visible, enfin on a toujours ces personnes en chaise roulante qui est un peu le cliché finalement, vous, c'est cette bataille sur l'autisme. Dont vous nous dites assez régulièrement, mais il n'y a pas un autisme, il y en a une multitude de sortes. Il y a une multitude de sortes d'autisme. Ça va depuis Elon Musk, qui a avoué lui-même qu'il était autiste, jusqu'à des personnes non-verbales avec énorme retard intellectuel et éventuellement des comorbidités très lourdes. On met sous l'étiquette autisme beaucoup de choses. Ce qu'on voit à la télé, ce sont les autistes dits à haut potentiel. Alors, j'ai cité Elon Musk, c'est le dernier qui a fait son coming out, si je peux permettre. Mais il y a Einstein, qui était un autiste tout à fait. Mais excusez-moi, dans l'entreprise, parce que vivre et travailler autrement, votre combat, pour être très concret, au-delà de la description de ces d'ailleurs, pour vous, c'est pas des maladies, on est d'accord. Non, c'est des handicaps. Ce sont des handicaps. Non, mais c'est important parce qu'il y a un grand débat avec les psychiatres qui remontent sur cette question de l'autisme, qui ont été des traumatismes pour des familles. Mais sur l'emploi, comment vous faites quand vous rencontrez le patron d'ATF, vous lui dites moi j'ai une association, j'ai des familles dont il faut les prendre. Alors on fait un métier différent. On fait un métier différent, mais on a les mêmes valeurs. Mais on a les mêmes valeurs. Comment vous faites? Monsieur fait de l'intégration dans des entreprises adaptées. Pas que. Nous, pas que, mais c'est J'aurai un exemple qui va vous parler. Allez-y, laissez-le terminer et vous répondez. Et ensuite, nous, on fait de l'intégration en milieu ordinaire, avec des CDI dans les entreprises. Alors évidemment, en milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout entre eux, ils ne sont pas du tout, etc. Ils sont entre eux parce que, pour les autistes, il ne suffit pas de les mettre au travail. Il faut aussi leur apprendre la vie. Et si on ne leur apprend pas la vie en même temps, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas un poste de travail, c'est un poste de vie, quoi. C'est un poste de vie, c'est une école de l'autonomie. C'est ça. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, mais votre message, s'il y avait un punchline, c'est « n'ayez pas peur ». Non, mais oui, absolument. Sylvain, juste, parce que l'autisme, et j'ai demandé à M. Essartier, parce qu'on va parler un peu argent après, mais n'ayez pas peur, intégrez-les. J'ai un exemple très concret qui va faire plaisir à monsieur. Donc effectivement, tout ce qu'on met en place dans l'entreprise adaptée, avec des contraintes spécifiques, je le disais tout à l'heure, on le déploie, et ces valeurs-là, ce sens de l'être humain-là, on le déploie dans l'ensemble de nos structures. Et on a contribué, il y a 2 ans maintenant, à la réalisation d'un documentaire sur l'autisme, monsieur va voir où je veux en venir, avec une entreprise classique qui fait partie du groupe ATF, qui est à Toulouse, où on s'est fait accompagner par une association en Occitanie, de sensibilisation auprès des salariés pour savoir les formes d'autisme, comment on s'y adapte. Il faut mettre des mots. Et puis, de manière à remettre en question le management, de faire un pas de côté pour pouvoir s'adapter à la personne. Parce que parfois les réactions sont étranges. Derrière ça, la personne, donc l'association nous a mis un jeune autiste Asperger en stage. Ça s'est bien passé. Le stage s'est transformé en CDD, qui s'est bien passé. Et la personne est chez nous depuis presque 3 ans en CDI. Et ça se passe super bien. Et ce que je voudrais dire là-dessus, quand vous parlez de la peur, moi je suis ravi de l'intégration de cette personne. C'est vraiment un plus indéniable pour l'entreprise. C'est une vraie richesse. Mais moi je suis encore plus, peut-être... plus satisfait encore de l'impact que ça a eu sur l'ensemble des salariés autres, de leur notion d'engagement. On change le regard de la manière dont ça a resserré la cohésion de l'ensemble des salariés. Et pour moi, c'est le plus bel exemple. Et c'est de montrer encore une fois qu'on peut être autrement capable. Et on est ravis d'avoir réalisé l'intégration de cette personne. Et j'invite tout le monde à regarder. Alors, le documentaire n'est pas encore complètement disponible. Il s'appelle Hymne à l'inclusion. Hymne à l'inclusion. Peut-être qu'on aura l'occasion de... Je suis le parrain. Je sais bien. Vous êtes le parrain de ce documentaire. Oui, bien sûr. Voilà. Didier Essartier, vous entendez ce débat. Vous n'êtes pas avec nous, mais vous
vous êtes avec nous. Il y a un débat autour de la manière dont on doit expliquer aussi, j'ai dire, aux valides, à ceux que intégrer les autistes, permettez à des personnes handicapées de prendre leur place, parce que ça permet aussi à ceux qui ne sont pas handicapés de devenir eux-mêmes des ambassadeurs en disant ça marche, ça fonctionne, j'ai grandi. Il y a ce rapport-là qui est intéressant. Développer l'emploi dans les entreprises, c'est déjà sensibiliser les salariés, sensibiliser les patrons, et Jean-François Dufresne le sait bien, et puis finalement, on trouve souvent des solutions. Il faut le dire aussi, il n'y a pas toujours besoin de beaucoup d'aménagements. Un aménagement organisationnel, ça peut suffire pour beaucoup de personnes, donc c'est pas si compliqué que le disent les entreprises. Et c'est vrai que le rôle et l'intérêt pour les entreprises, il est multiple. Il est de développer un management très clairement, disons, tourné vers la personne, et c'est valable pour tout le monde. Quand on est tourné vers la personne, on est tourné vers chacun. Chacun a ses difficultés, chacun a sa manière d'être, et ce management plus individualisé, il est bénéfique à l'équipe, il est bénéfique à toute l'entreprise, et il donne du sens au travail, à travailler en collectif avec des individus un peu tous différents. Didier Sartier, terminons notre émission, il nous reste du temps, mais je voulais qu'on y consacre du temps, parce qu'il y a un débat sur le niveau de vie de ces personnes handicapées, dont un certain nombre d'entre elles qui ne sont pas liées à leurs parents, parce que leurs parents ne sont plus là, et que leurs parents n'étaient pas riches, se retrouvent dans des situations parfois sociales dramatiques, en dessous du seuil de pauvreté. Et je précise, pour être tout à fait honnête, que l'AAH a été augmentée à 2 reprises pendant le quinquennat, qui a donc eu un effort financier. Il arrive aujourd'hui à 900 €, cette AAH. Est-ce qu'il faut aller encore plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'il y a des personnes qui vous disent, entre le logement, entre mes coûts fixes, c'est quand même très compliqué. C'est comme pour tout le monde. Ce qu'il faut surtout, c'est permettre aux gens de pouvoir développer un projet professionnel, développer un projet de vie, et ils ont tous leur place, comme tout à chacun. Oui, bien sûr. Toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi sont dans la même situation, d'une certaine manière, et un peu meilleure, parce qu'ils n'ont pas tous les coûts complémentaires que ce qu'ont certaines personnes en situation de handicap. Mais le vrai enjeu, c'est bien d'intégrer toutes ces personnes qui sont comme vous, comme moi, et qui ont leur même place dans la société, leur même place dans l'emploi. Et donc c'est d'abord là l'enjeu, qui est de faire en sorte qu'il n'y ait plus ces barrières, et qui est dès l'enfance et à tout âge, on soit en capacité de leur donner un emploi comme tout le monde. Sylvain Coutier et Jean-François Dufresne, votre point de vue sur cette question? Alors vous les rémunérez. Oui, bien sûr. D'abord, j'imagine, à la base du SMIC, et vous augmentez le salaire. De toute façon, c'est légalement. Légal. On est une entreprise à part entière qui est régie par le droit du travail. Donc effectivement, on ne peut pas, en entreprise adaptée, en l'occurrence, payer une personne en dessous du salaire minimum. Les personnes en situation de handicap, elles sont comme tout le monde, elles ont des charges fixes qui progressent. Enfin, je veux dire, la question du pouvoir d'achat, elle concerne largement aussi les personnes en situation de handicap. Je voudrais peut-être abonder dans ce que vient de dire Didier Sartier sur l'accompagnement de l'entreprise dans le cadre du projet professionnel de la personne. Alors c'est vrai pour des personnes en situation de handicap, mais c'est vrai pour tout à chacun. Un constat dans le handicap, on a parlé d'un taux de chômage 2 fois plus élevé, etc. Une autre donnée importante, c'est le niveau de formation. Aujourd'hui, on constate que les personnes au chômage et qui sont en situation de handicap, généralement, il y a un taux assez important de personnes qui sont assez âgées et avec des niveaux de formation très faibles. Donc le rôle de l'entreprise derrière, c'est effectivement d'accompagner ce projet professionnel. Ça, c'est le rôle effectivement d'une entreprise adaptée en l'occurrence. Et là où peut-être il y a des pistes à creuser avec, dans le cadre de l'élection présidentielle, c'est du moins un des thèmes qui est abordé par l'UNEA, qui est l'Union nationale des entreprises adaptées, dont je fais partie également puisque j'en suis administrateur. C'est notamment peut-être d'arriver à faire augmenter le compte professionnel de formation pour les personnes en situation de handicap, de manière à pouvoir démultiplier la formation de ces personnes-là pour les faire monter en compétences. Et si elles montent en compétences, forcément demain on peut estimer qu'elles pourraient avoir un emploi où elles seraient mieux rémunérées et où la difficulté de la vie au quotidien serait de moins en moins prégnante. De votre côté, en direction des personnes autistes adultes, je le dis, certaines vivent seules, ils n'ont plus de soutien familiaux, qui les accompagnent financièrement. Ils sont dans quelle situation, ces autistes adultes, dont certains, il faut le dire, c'est une catégorie des personnes handicapées qui a peut-être plus de mal que les autres à trouver un emploi? En ce qui concerne les autistes adultes dits sévères, c'est-à-dire le taux d'emploi est de l'ordre de 5 à 10%. C'est très difficile à évaluer, mais c'est de l'ordre de 5 à 10%. Donc on est sur un taux de chômage de 90%. Donc ça n'a rien à voir.
Donc, moi, mon combat, c'est de les faire travailler, ceux-là, et d'arriver à les mettre à l'emploi avec le soutien de la GFIP. Et j'en profite pour remercier à nouveau Didier Sartier du partenariat que nous avons avec la GFIP. Oui. Mais le problème, c'est pas tant un problème de finance qu'un problème de culture. On a un problème de culture en France, où on a tendance, parce que au fond, les autistes, ils ont leur salaire quand ils ont un emploi. Je dis bien quand ils ont un emploi. Ils ont l'AH avec petite spécificité. Sous condition Sous condition, non pas de ressources, sous condition de travailler moins de 50% du temps. C'est ça. Ce qui est dément. Ça mériterait probablement une petite réforme. Voire débile. Et donc, on est d'accord. Et ensuite, ils ont ce qu'on appelle la PCH. Il leur est attribué. Qui a été revalorisée, me semble-t-il. Les PCH sont revalorisés, mais sont dépendantes de leur niveau d'accompagnement nécessaire. Donc, en fait, le problème, il n'est pas tellement là. Il faut les mettre au travail, il faut les intégrer dans notre société. Il faut que la société soit, alors, mot bidon, mais ça fait rien, je vais l'employer. Inclusive. Inclusive. Ah, voilà, ça y est. Inclusive. Bah oui, Et tant qu'elle ne sera pas inclusive, on ne pourra pas régler. Mais et ce n'est pas que de... Il ne s'agit pas de faire une société d'assistés. On est d'accord. Didier Sartier, juste d'un mot, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste peu de temps et j'aimerais avoir l'avis de nos invités, mais on a eu des lois successives, je pense à Jacques Chirac qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, Marianne Monchamp et plusieurs autres qui s'y sont intéressés. Est-ce qu'il faut être un peu plus sévère, encore plus sévère avec les entreprises et même d'ailleurs avec l'État, puisque souvent l'État est le plus mauvais élève, est aussi mauvais élève que le privé, sur ceux sur ceux qui ne jouent pas le jeu du respect de la règle des 6% des personnes handicapées. Est-ce qu'on doit taper plus fort? Est-ce que le gendarme doit être plus sévère? Alors, il est déjà un peu plus aujourd'hui, puisque la loi de 2018 a renforcé l'obligation d'emploi dans ce sens-là. Et il est prévu d'ailleurs qu'on puisse revoir le taux à la hausse, au regard d'ailleurs de l'augmentation du monde en situation de handicap. Aujourd'hui, on a un taux à 6, il pourrait très bien passer demain à 6,5. Et puis, de toute façon, l'ambition d'une société inclusive, c'est de largement dépasser le 6% quand c'est possible. C'est pas la peine de repousser le curseur. De nombreuses entreprises. Non, mais Didier et Sartier, j'entends votre discours, mais on pouvait le mettre à 8. Mais déjà, on est arrivé à 3,5. Donc, vous voyez, en fait, on repousse d'autant plus le résultat final dans cette affaire. Qu'il faut juste, attendez, Sylvain Coutier et Jean-François Dufresne, on est plus sévère avec les entreprises qui ne jouent pas le jeu? Je pense oui, parce qu'effectivement, on voit aujourd'hui, en étant à 3,5, qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui y arrivent. Et voire même, pour certaines, et d'ailleurs, ça pose d'autres problématiques, pour les entreprises qui sont 6% et voire qui le dépassent, elles sont confrontées à une autre problématique, c'est qu'elles augmentent le risque lié à la fragilité des personnes qu'elles emploient. Et là, on va parler de maladie professionnelle, et il faudrait effectivement, par exemple, que ce contexte de maladie professionnelle puisse être abondé ou sur l'ensemble des employeurs. On n'évoque jamais, mais vous le dites, on a des salariés qui vont en arrêt maladie plus longtemps, qu'on peut perdre plus longtemps, qui sont peut-être moins productifs sur certaines durées. C'est ça l'enjeu aussi. Hein. Oui. Mais pour répondre, de toute façon, on constate qu'en France, on fonctionne quand même beaucoup de manière... quand il y a des mesures coercitives, ça marche. Oui, la peur et du donc, gendarme. Si on renforce effectivement le montant des contributions, je pense que ça permettra déjà, peut-être dans un premier temps, ça permettrait d'arriver peut-être plus vite à l'harmonisation des 6% avant d'envisager peut-être de remonter ce taux-là au-delà. Jean-François Dufresne, avant de nous quitter, votre point de vue, parce que vous êtes d'accord avec ça. Je sens que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, pour une raison simple, c'est qu'une entreprise ne va pas engager un salarié comme un autre. Avec le pistolet sur la tempe. Avec le pistolet sur la tempe, il va l'engager parce qu'il est persuadé que ça va lui amener quelque chose. C'est par le dialogue que vous dites... Oui, c'est par la conviction et l'apport extraordinaire qu'apporte la différence et la diversité dans une entreprise. Je suis bien d'accord. Donc c'est par la conviction et non pas la coercition. Et pas la coercition. J'ai jamais vu ça marcher. J'ai jamais vu ça marcher. Pas la coercition seule, mais effectivement, mais on voit aujourd'hui de toute façon que ça fonctionne. Aujourd'hui, le groupe que je dirige en est un exemple. On peut être une entreprise qui emploie majoritairement des personnes fragilisées, être une entreprise de croissance, une entreprise rentable et qui pérennise son modèle économique. Vertueuse, et finalement, de montrer simplement que l'économique, par le chiffre, l'économique et le social ne sont pas antinomiques. Voilà. Et effectivement, c'est notre rôle de
d'embarquer avec nous dans notre écosystème des nouveaux clients, parce qu'on est tenu d'être dans une contrainte économique, de délivrer des services dans des délais, des niveaux de service et dans des délais. Mais bien sûr. S'il n'y a pas ça, on a beau être une entreprise de l'économie sociale, on n'est pas invité. Non, vous fonctionnez comme une véritable entreprise. Absolument. Ça, c'est important de l'entendre. Et en fait, voilà, le principal sujet, encore une fois, c'est la peur. Et donc, c'est lever l'ignorance. C'est ça la question. C'est psychologique. Et convaincre. Et c'est pour ça que je parle d'un problème culturel. Eh bien, vous êtes venu le faire, en tout cas sur ce plateau, avec beaucoup de passion. Sylvain Coutier, merci, président du groupe ATF, 182 collaborateurs, 40% d'entre eux, et je pense que vous allez encore progresser, enfin autant que faire se peut d'ailleurs, 70% dans certaines filiales, hein, vous me disiez. C'est important de le préciser. Ben, c'est la preuve par l'exemple. Le groupe ATF et puis Jean-François Dufresne, fondateur et président de l'association Vivre et Travailler Autrement. La parole, la pédagogie et les mots pour convaincre ceux qui ont peur. Merci à Didier Sertier qui fait un sacré boulot, directeur général de l'AGFIP. C'est l'organisme payeur et puis qui mène beaucoup d'actions aussi sur le terrain et de pédagogie. Merci à vous Didier, puis vous reviendrez nous voir peut-être en vrai sur le plateau quand vous serez revenu de Lille. Bien sûr, quand vous voulez. Merci à vous trois. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. On termine avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi et on s'intéresse aux femmes qui se reconvertissent. Ça, c'est un autre sujet intéressant. Certaines hésitent un peu. Eh bien, vous allez voir que c'est possible. On en parle. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On parle de la reconversion. On en a beaucoup parlé et on continuera évidemment à parler de cette reconversion professionnelle. Mais là, on va faire focus sur les femmes. Oui, parce que ça les concerne évidemment. C'est une affaire de femmes. Et on accueille Valentine Mullier-Bardinet. Bonjour Valentine, fondatrice de Profession Elle, oui. Mais Elle avec un L et un apostrophe. Mais oui. Elle, évidemment, en destination des femmes. On va parler de ces salons. L'un vient de se terminer, puis le prochain sera à Lille, 26 et 28 avril 26, prochain. 27, 28 avril. 2 jours présentiels, 2 jours online pour parler. Et on va parler de ce sujet parce que c'est un sujet important. Les cadres femmes et hommes se disent on retourne la table et c'est souvent les hommes qui osent et peut-être moins les femmes. Oui. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. Vous, votre histoire, c'est quoi ? Comment on arrive à cela ? Vous étiez cadre, vous aviez un bon job, puis comment ça se passe là ? Alors moi, je fais partie d'un schéma qui concerne beaucoup de femmes. Finalement. Oui, voilà. J'étais à Paris, j'avais un job très intéressant, très prenant, d'une belle entreprise, et on a eu le projet familial de quitter la région parisienne, mon conjoint et moi à l'époque, et c'est lui qui a trouvé un emploi d'abord. C'était comme ça que ça se faisait, et comme ça se fait encore beaucoup, et donc moi j'ai suivi. Et comme il était bordelais, on est arrivé à Bordeaux il y a maintenant plus de 16 ans. Et donc vous quittez votre emploi, vous allez sur les terres qui ne sont pas les vôtres, parce Exactement. Que vous retournez sur les terres de votre mari, voilà. et vous suivez. Et je suis, alors avec mes petits bouts, et donc j'étais contente de changer de vie. Mais du coup, comme beaucoup de femmes, la carrière des femmes, elle est souvent calquée, ou en tout cas influencée par la vie familiale. Clairement. Quel est le message important que vous faites passer à travers cette reconversion, puisque vous allez donc quitter votre emploi à Paris pour vous installer à Bordeaux et puis ensuite inventer, j'imagine, ce concept. Quel est le message clé que vous faites passer à travers cela ? Alors déjà, il y a plusieurs messages, parce que déjà de dire que c'est pas un sujet tabou et que c'est vraiment Parlons-en, quoi. Voilà. D'où le succès de notre événement, puisqu'on réunit toujours autant de femmes et ça répond à une demande. Le fait de pouvoir poser le sujet sur la table, de dire qu'effectivement, il y a des enjeux qui sont un peu différents pour les hommes que pour les femmes, et de pouvoir adresser ces sujets spécifiquement aux femmes. Donc, les messages clés, c'est de dire, voilà, effectivement, on peut se mettre des freins, on n'ose peut-être pas toujours. On censure. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, qui est d'ailleurs masculin, en fait, s'adresse quand même beaucoup aussi aux femmes. Ça ne sera pas possible parce que mon mari a un boulot et que ça ne le fera pas, voilà, parce qu'il y a toutes ces contraintes-là. Voilà, on se met des contraintes, on se met des freins, on dit que ce n'est pas le bon moment, qu'on n'a peut-être pas les moyens ou pas les compétences. Voilà, on est souvent des bonnes élèves, vous me le disiez tout à l'heure. C'est vrai qu'on a besoin de cocher toutes les cases avant de se lancer, de répondre à une annonce, par exemple, ou autre. Oui, ce n'est pas par manque d'audace, je pense que c'est plus par volonté d'être bon, professionnel, d'être meilleur, parce que les femmes ont toujours cette espèce de syndrome d'être moins bonnes, donc elles en font toujours plus que les hommes. Et c'est vrai qu'on utilise souvent l'exemple du « Ah, il était dans la finance, il est devenu boulanger ». Et souvent, on voit des reportages, même à la télévision, mais rarement de femmes.
Alors de plus en plus. Non, mais heureusement. Mais c'était plutôt les hommes au départ. Oui, oui, tout à fait. Cette audace-là était plutôt quelque chose de plus masculin finalement. Mais aujourd'hui, ça change, c'est bien. On commence par quoi pour celles qui nous regardent, qui sont cadres, qui sont un peu à bout de souffle, qui ont perdu le sens? On commence par quoi lorsqu'on se dit ça y est, j'ai envie? Il y a des grandes étapes en fait dans le chemin d'une reconversion qui sont là pour le coup propres à tout le monde. Mais il y a d'abord effectivement cette phase de questionnement, de se dire bon voilà, il y a quelque chose qui a besoin de changer. Ça commence à l'intérieur. Voilà, il y a quelque chose qui germe, il y a cette envie de changement. Et dans ces questionnements, bon, il y a les questions de quoi je ne veux plus. Je m'ennuie dans mon travail. Il n'y a plus de sens, comme vous le dites. Ça c'est vraiment de plus en plus prégnant là, la quête de sens. Et puis et spécifiquement chez les femmes, il y a une question que les femmes doivent probablement se poser davantage que les hommes, c'est que les femmes, vous le savez, ont plusieurs casquettes, plusieurs vies, une vie familiale, la fameuse charge mentale, cette disponibilité que l'on a pour ce changement, parce qu'un changement professionnel, forcément, ça va demander de l'énergie et de la disponibilité. Attendez Valentine, juste d'un point, quand on parle de reconversion, que les choses soient claires, on peut être cadre, mais repartir dans un métier manuel sans pour autant monter sa boîte. Enfin, je veux dire, la reconversion ne passe pas par l'idée que toutes vont monter une entreprise, on est bien d'accord? On est bien d'accord, on peut tout à fait vivre une reconversion au sein d'une entreprise, de la même entreprise ou de changer d'entreprise. Ça ne veut pas dire entrepreneuriat forcément, bien sûr. Mais reconversion, on est d'accord dans sa définition, si on change de secteur quand même. Il y a un changement. C'est parfois une petite reconversion, parfois c'est une grande reconversion, mais il y a un changement selon le contexte, selon les contraintes que l'on a et les situations. Vous avez fait Lyon, vous allez faire Lille, je leur dis, c'est en avril, 2 jours présentiels, 2 jours en numérique, en visio. Bref, qu'est-ce qu'elles vous disent? Qu'est-ce qui ressort dans le fil rouge de toutes ces femmes qui, un matin, viennent, poussent la porte de Profession Elle du salon et se disent « faut que j'y aille ». Qu'est-ce qu'elles vous demandent? En fait, c'est surtout le besoin de sentir qu'elles ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules, et c'est vraiment, c'est pour ça que je disais en introduction que le sujet n'est plus tabou, c'est de pouvoir se dire qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans le même cas, d'autres femmes avec les mêmes problématiques ou les mêmes questions, les mêmes craintes, les mêmes freins. Et ce qu'elles nous disent, c'est en fait ce qu'elles viennent chercher. Alors avant tout, les femmes sont quand même assez pratico-pratiques. Et nous, ce que l'on offre sur notre salon, c'est vraiment des solutions concrètes. C'est des acteurs locaux, des acteurs du secteur économique local. Un salon à Lyon ne ressemble pas à celui de Lille, encore moins à celui de Bordeaux. Voilà, le bassin d'emploi n'est pas le même. Luxembourg, j'ai vu aussi dans ces... Oui, on a également le Luxembourg, qui est encore complètement différent. Alors vous allez avoir des femmes banquières qui descendent des tours et qui vous disent... Beaucoup d'expatriés, surtout. Oui, d'expats, qui vous disent bon, j'aimerais bien passer plutôt dans le monde agricole, quoi. Voilà, donc vraiment, on s'adapte vraiment à la spécificité locale, au bassin local. Donc les femmes, elles viennent chercher ça, des réponses concrètes, des contacts. Une réassurance, quoi. Voilà, et puis du réseau. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, je me mets dedans, parce que j'ai été une des premières à être un peu timide. On a beaucoup de vie, donc on s'occupe de la famille, on s'occupe des enfants, on s'occupe de la maison. Et c'est vrai que le after work ou le petit déjeuner, une conférence, on n'y va pas. Oui. Et c'est dommage. Et donc, voilà, sur notre salon, c'est du réseau en plus. C'est pouvoir justement rencontrer des réseaux qui vont perdurer, qui existent sur place, des réseaux féminins, mais pas que, parce qu'on n'est pas non plus tout le temps obligé d'être entre femmes. Mais c'est la richesse, en fait. Juste avant de nous quitter, Valentine, un conseil. D'abord, le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller plutôt jeter un œil à Lyon, si vous êtes du côté de Lyon, évidemment. De Lille. Lyon vient de se passer. Lyon, non, c'est Bordeaux qui vient de se passer. Lille en avril, Lyon en septembre, Nantes en octobre. Voilà, on a remis tout dans l'ordre. Voilà. Et voilà, que les choses. Donc c'est bien Lille, le 26 et le 28 avril. Voilà. Vous avez vu, je leur ai dit 3 fois. Oui. Un conseil en 20 secondes, un conseil pratique à celles qui voudraient changer. Alors venez d'abord, venez et demandez et osez. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour la reconversion. Et puis ce qui est intéressant, c'est d'avoir des modèles. Ouais, il y a des modèles, d'entendre ceux qui ont franchi le pas. Les messages. Et voilà, d'avoir des gens, on se dit, elle l'a fait, donc c'est possible. Oui, on a des séquences de témoignages qui sont très, très suivies. Oui, c'est très intéressant, évidemment. Merci Valentine Mullier-Bardinet, fondatrice de Profession Elle, ces fameux salons Lille, le 26-28 avril, et puis ensuite d'autres, Lyon, Luxembourg, et il y en aura plein d'autres. Et j'imagine qu'il y a un site internet probablement pour vous connecter, pour savoir tout ce qui se fait et tout ce qui se prépare. Merci. Salonprofessionnel.com. Salonprofessionelle.com. On vous a tout dit. Si vous souhaitez vous reconvertir, il ne peut plus rien vous arriver de grave. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous Valentine. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Alex pour le son. Merci à Fanny Griesmer évidemment. Merci à Carla pour l'accueil invité. Puis merci évidemment à vous. Je serai là demain. Bye bye.